Et oui, bonjour à tous, merci Nicolas. On va pouvoir continuer cette matinale avec une chronique qui va aborder un sujet plutôt grave à l'international, mais pas que. Il y aura deux sujets principaux que souhaite aborder Claude Janvier. Mais tout d'abord, bonjour Claude, comment ça va? Bonjour Raphaël, je vais bien et j'espère que toi aussi. Alors moi, je vais bien. Je vais juste me permettre une chose parce que je ne suis plus le maître de la revue de presse et j'avais mis en place un système, enfin on va dire un petit point spécial, c'est-à-dire trouver l'imbécile du jour parce qu'il y en a beaucoup. Avant, c'était, je disais, c'était en hommage à Fantomas qui est aujourd'hui en Suisse et qui nous faisait des vidéos sur le con du mois. Et bien là, je pense qu'il est quand même nécessaire pour pouvoir un peu se tenir au courant des personnages qui sortent et ça abordera le sujet européen que tu souhaites aborder et analyser aujourd'hui, Claude. C'est un tout petit extrait et je demanderai donc aux spectateurs voilà, de pouvoir me dire si c'est un bon choix, s'ils considèrent que ça représente bien l'imbécile du jour. C'est notre cher Louis Sarkozy. Eh bien oui, parce que nous avons le rejeton Sarkozy qui revient sur le devant de la scène. Et vous allez voir, c'est absolument exceptionnel, hein, que ce soit le cabinet de conseil qui représente, en tout cas, les conseillers en communication qui sont derrière lui. Il a eu un vif échange, un accrochage avec une personnalité éminente de la France insoumise. Je vous laisse regarder ça et juste après, on attaque les sujets avec Claude Janvier. On va faire ça tout de suite, les amis. C'est parti, je vais juste écouter l'imbécile du jour. Je suis pour qu'on ne dépende des États-Unis en quasiment rien. Je suis pour le divorce, et pas de l'OTAN, mais militaire, stratégique. Je veux que la France tienne d'elle-même. Est-ce que ça vous suffit comme phrase, comme raison, quand je vous dis que je suis tout aussi déçu que vous sur le point de vue de l'atlantisme? Vous avez raison, ce fut une erreur. Ce fut une erreur compréhensible. Nous sortions de la guerre, nous savions que les guerres intranations en Europe auraient été peu probables. Et donc nous avons profité, nous avons développé des grands systèmes sociaux et une espèce d'aisance de vivre, etc., en profitant du parapluie sécuritaire américain. C'est fini. Donc Claude, je vous pose une question. Je crois que vous vouliez aborder le sujet européen. Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est fini, Claude Janvier? Quel va être le destin, ne vous en déplaise, de l'Europe, Claude? Quel sketch quand même ce Louis Sarkozy quand même, mais c'est un véritable sketch, mais malheureusement c'est un mauvais sketch parce qu'ils sont tous comme ça, c'est-à-dire que là j'avoue que tous les jours, eh bien on a la dose et on se dit tiens, on est peut-être arrivé au bout. Bah non, 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 il y en a toujours un ou deux qui s'expriment et qui nous sort un peu des folies. Alors, le problème, c'est que, bon, si on analyse un petit peu tout ce qui se passe, et c'est vrai que c'est une déferlante un peu d'actualité, ça bouge dans tous les coins, dans tous les sens, etc. Mais si on analyse un peu, si on met tout bout à bout, ce qui est en train de se passer, c'est quand même de plus en plus grave, et ça montre que malheureusement, pour nous, Européens, nous rentrons de plus en plus dans une dictature, et une dictature, un État policier militaire. Voilà, ce qui vient de se passer en Roumanie, je ne sais pas si beaucoup de gens ont suivi, mais hier, c'est un véritable coup de tonnerre, puisque Colin Georgescu, qui est candidat quand même à l'élection présidentielle, s'est vu refuser sa candidature par l'État roumain en place. C'est-à-dire que là, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'en fait, en réalité, dans ce pays, la Roumanie, eh bien, si vous êtes candidat à l'élection présidentielle, bah, le Conseil constitutionnel en place peut très bien vous dire, bah non, vous pouvez plus vous présenter parce que vous n'avez pas des idées pro-européennes et pro-américaines. Donc ça, c'est extrêmement grave. Hier aussi, coup de théâtre, 8 mars, pas avant-hier, Mélanie, que je pensais un peu plus, tout d'un coup, un peu plus intelligente, elle vient de suggérer, donc en public, hein, qu'il fallait étendre l'article 5 de l'OTAN à l'Ukraine. Alors l'article 5, pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie que ça stipule qu'une attaque contre un des pays membres de l'OTAN ou qui a adhéré à l'OTAN, bah, automatiquement, si un pays est attaqué membre de l'OTAN, bah, tous les pays se doivent de réagir. Donc elle propose que l'article 5 soit étendu à l'Ukraine. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, mais elle propose que l'article 5 soit
étendue à l'Ukraine. Ce qui veut dire que si l'Ukraine demain, eh bien, ça continue à bouger avec la Fédération de Russie, de facto, à ce moment-là, tous les pays européens devraient rentrer en guerre officiellement contre la Fédération de Russie. Donc on voit bien qu'il y a un déchaînement, dictatorial. Et je vais même aller plus loin parce que si on commence à analyser et à mettre un peu bout à bout tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé surtout, parce que c'est ça le plus difficile, c'est qu'au fur et à mesure où l'actualité se déroule, on a une tendance à oublier complètement ce qui se passe. Et c'est un peu logique. Donc il faut faire un véritable travail un peu de recoller un peu les morceaux et de remettre tout ça bout à bout. Alors je vais essayer d'être un peu clair et un peu limpide pour cadrer un peu, pour aller dans le sens de ce que je suis en train d'expliquer. 1997, il y a eu la création de la Fondation Clinton. Alors vous allez voir pourquoi je commence à parler de ça, parce que c'était une ONG soi-disant philanthropique, humanitaire, etc., blablabla, avec pour principaux donateurs quand même jusqu'en 2014, pour le savoir, l'Ukraine, pour une somme de 10 millions de dollars quand même. Ça, c'est très intéressant. En contrepartie, donc, la Fondation Clinton a formé les futurs dirigeants ukrainiens de façon à les intégrer dans l'administration ukrainienne et bien entendu organiser un trafic d'influence au profit des États-Unis. Donc en 2014, le trafic d'influence s'est traduit par, je pense que tout le monde le sait, par le coup d'État de la place Maïdan. Et l'administration Obama, d'ailleurs, avait financé ce coup d'État par aidé de l'ancienne diplomate Victoria Nuland et de la CIA, il faut le savoir aussi. Bon. Après, qui a aidé la fondation Clinton et qui a aidé à la création? Eh bien, intéressant, on en arrive à Jeffrey Epstein. Ah, lui, Jeffrey Epstein, les réseaux pédocriminels. Et c'est écrit dans une lettre que les avocats d'Epstein, qui visaient, avant qu'il tombe dans la tourmente, qui visaient à redorer son blason. Donc ça a été publié par Fox News. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est effectivement, ce sont les avocats d'Epstein à l'époque, et ça a été relayé par Fox News. Ensuite, les carnets de vol d'avion montrent que Bill Clinton, il a voyagé des dizaines de fois dans le jet privé d'Epstein quand même, ça c'est toujours très intéressant. La fondation Clinton, vite fait, a un passé quand même complètement trouble dans la crise d'Haïti. Si on se souvient, il y a eu un tremblement de terre hyper dévastateur à Haïti en 2010. Et là, beaucoup de gens se sont interrogés, y compris le FBI, à dire où est passé l'argent, parce qu'il y a eu des tonnes d'argent qui ont disparu mystérieusement. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2015, le FMI a financé l'Ukraine à hauteur de 15 milliards de dollars, tout en modifiant ses propres règles, parce que normalement, le FMI ne prête pas à un pays qui peut représenter un défaut de paiement. Et c'est le cas de l'Ukraine. L'Ukraine peut présenter et présente des défauts de paiement. Donc, Christine Lagarde, elle, sous l'égide d'Hillary Clinton, avait modifié les règles du FMI donc pour prêter des milliards, qui ont fini par s'évaporer d'ailleurs, mais ça n'a pas été perdu pour tout le monde, bien évidemment. Et en septembre 2022, récemment, Hillary Clinton et la première dame d'Ukraine, donc l'épouse de Volodymyr Zelensky, Olena Zelenska, se sont associées dans une fondation opaque, car la transparence sur la provenance des fonds et les activités réelles de cette ONG sont bien loin d'être claires. Alors, donc, Jeffrey Epstein est donc derrière, en partie, la création de la fondation Clinton et les réseaux pédophiles en Ukraine. Et pourquoi je dis ça? Parce que les dessous de l'Ukraine, c'est malheureusement assez glauque, c'est-à-dire pédocriminalité, c'est-à-dire trafic d'organes, c'est-à-dire laboratoire P4, il y en a 30 quand même en Ukraine, où les États-Unis ont investi plus de 200 millions de dollars pour créer quand même des expérimentations sur des virus, parce que les gains de fonction, ce qu'on appelle des gains de fonction, en fait, c'est des expérimentations pour modifier des virus, mais les États-Unis veulent bien les faire, mais pas chez eux. Donc, ils les font ailleurs, ils les font faire ailleurs, notamment en Ukraine, puisqu'il y a 30 labos. Donc, il faut pas oublier aussi le trafic d'organes en Ukraine, parce qu'il y a une loi qui a été votée par la Rada, donc le Parlement ukrainien en 2022 d'ailleurs, qui en fait, quand ça dédouane, c'est-à-dire il n'y a plus d'acte notarié pour un donneur. Ça veut dire que quelque part, n'importe qui peut vous prélever un organe sans votre consentement en Ukraine et sans le consentement de la famille. Ça, c'est très intéressant, puisque effectivement, c'est un pays où le trafic d'organes donc est omniprésent, y compris la GPA d'ailleurs. Faut quand même savoir que la GPA, c'est un des rares pays, l'Ukraine aussi, a autorisé
la GPA de parents étrangers. Donc, il y a des bunkers sous Kiev, d'ailleurs, où les femmes accouchent, en veux-tu, en voilà, pour choisissez votre bébé, en gros, quoi. Donc, voilà, alors, j'insiste un peu là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de basculer de plus en plus avec les discours nauséabonds de nos élites, là. Nous sommes en train de basculer de plus en plus. Il faut aller bouffer du russe. Il faut soutenir l'Ukraine, qui est un pays quand même corrompu jusqu'à la moelle, et empêcher donc Trump et Vladimir Poutine donc de signer la paix. Mais en fait, vers quoi ? Parce que au-delà je dirais, de toute cette folie de nouvelles tous les jours, quel est le but réel de nos dirigeants ? Et là, nos dirigeants, c'est Emmanuel Macron, c'est Keir Starmer, c'est Friedrich Merz pour l'Allemagne, c'est le triumvirat de l'enfer, là, et on peut ajouter Ursula von der Leyen. Quel est le but du jeu ? Le but du jeu, c'est que la création, et on est en plein dedans, d'un État fédéral européen, d'un impérium européen, en fait, avec une armée, puisqu'il y a 800 milliards de dollars qui vont être injectés pour augmenter les munitions, la production de munitions, ils vont embaucher à tour de bras des gens pour l'armée, les armées, etc., etc. Qu'est-ce que vous croyez, sur quoi ça va déboucher ? Ça va déboucher sur un impérium européen avec une armée de mercenaires, parce que ça va plus être des soldats, ça va être des mercenaires, ayant une idéologie proche des bataillons Azov centre-droit en Ukraine, c'est-à-dire avec une idéologie de plus en plus néo-nazie, et là, on se rappelle que des dirigeants du bataillon Azov l'ont toujours dit, c'est-à-dire eux, leur but, c'est d'étendre leur idéologie mortifère à quasiment toutes les armées européennes. Donc voilà, c'est vers cela que nos dirigeants veulent nous emmener, et ils sont en train de nous y emmener. Parce qu'avec ce qui vient de se passer en Roumanie, et ce qui s'est passé en Géorgie aussi, où la présidente s'est accrochée à son poste, etc. Enfin bon, bref. Eh bien, nous y sommes. Les préludes à tout ce carnage, ça a commencé avec les Gilets jaunes. Ça a été un vrai carnage. On a vu le degré de répression violente qu'il y a eu. Et malheureusement, il ne faut pas s'attendre à beaucoup mieux dans le futur. Et moi, je pense que dans les 5 ans à venir, si on n'y met pas bon ordre, on va se diriger, on va être de plus en plus dans un état fermé. Ça me fait penser au film Hunger Games, c'est ça. Panem, avec le président Snow, avec une élite évidemment, une élite surgavée de nourriture et la majorité des peuples en train de leur servir d'esclaves, avec une milice de mercenaires tout à fait corrompus, avec une idéologie mortifère. Et c'est malheureusement vers cela qu'ils veulent nous emmener. Il faut bien en avoir conscience, malheureusement. Voilà, c'est pour ça que je voulais un peu aller sur ce sujet ce matin. Merci pour tous ces rappels, Claude. Quelques points où je vais inviter nos spectateurs à creuser. On a pu en faire différentes émissions lorsqu'on parle de l'affaire Epstein et des liens qu'il peut y avoir avec les Clinton. Je me permettrai juste de montrer une des peintures qui avait été retrouvée dans ce qu'on appelle le manoir de Manhattan à New York. C'était cette magnifique peinture de Bill Clinton en robe bleue avec des talons rouges. Et on a aussi une autre peinture qui avait été retrouvée de Bush, du président Bush, qui s'amusait avec des tours de Kapla en lançant un avion en papier. Voilà, donc vous ferez les connexions que vous voulez sur l'art qui semblait attirer Jeffrey Epstein, et aussi pour les affaires de corruption ukrainienne. N'oubliez pas qu'en 2021, il y a quand même eu l'affaire des Pandora Papers, et à l'intérieur de ces Pandora Papers, on a découvert que Zelensky ainsi que l'entourage oligarque ukrainien possédait des comptes offshore qui étaient aux Caraïbes, sur les îles Vierges britanniques, à Chypre aussi, et une autre localité dont je n'ai plus l'élément en tête. C'est-à-dire que nous sommes déjà face à des éléments factuels qui ont déjà été exposés, et ça n'a pas changé. Je pense que la guerre, nous avons eu le scandale de l'USA où l'argent a disparu. On se demande d'où est-ce que l'argent est venu. Zelensky, dans différents podcasts, notamment un podcast inutile et scandaleux avec Lex Fridman, a pu dire « Je n'ai jamais reçu l'argent ». Donc bon, oui. Peut-être. Oui. Donc, Claude, un commentaire peut-être, oui.
Eh ben, un commentaire, c'est-à-dire, je voulais rappeler aussi, ça vient de tomber, hein, c'est tombé il y a 2 jours. Volodymyr Zelensky vient d'acheter Mileis. Alors Mileis, c'est anciennement c'est quand même une banque, hein. C'est une banque internationale. C'est anciennement la banque Barclays, faut le savoir, via sa société offshore Maltex pour 1,2 milliard d'euros. Et l'opération est supervisée et a été gérée par Rothschild & Co. Voilà, ça c'est ce que je voulais rajouter. Et ça vient de sortir, hein. C'est sorti il y a 3 jours. C'est bien, voilà, c'est bien. Voilà où passe notre argent. Voilà où passe l'argent de nos impôts. Voilà où passe l'argent. C'est-à-dire, non mais c'est quand même incroyable, quoi. Et ça, silence radio dans tous les médias propagandistes, silence radio, hein, personne n'en Oui. parle. Et on a les preuves, hein, on a les preuves que c'est vrai, véritablement été acheté via sa société offshore. Incroyable quand même. Tout à fait. Pour le sujet roumain et aussi de l'ingérence de l'Union européenne, on a fait, une émission et on aura une autre aussi qui vient, de l'émission du Libre Journal Géopolitique Profonde qui sera diffusée, ce dimanche. C'est avec l'ambassadrice, de la Bosnie-Herzégovine où on apprend que dans ce chaos des Balkans, le grand problème qu'il y a en Bosnie-Herzégovine, c'est qu'il y a une possibilité d'ingérence totale d'un haut représentant international, qui s'appelle monsieur Schmidt, qui est donc un Allemand, mandaté par l'Union européenne et qui a le pouvoir légal, et je cite la clause, c'est de mettre en place des mesures contraignantes sur les lois de la Bosnie-Herzégovine, ce qui alimente fortement les deux tensions haine-religieuse, parce que c'est séparé en deux républiques, on va dire ça comme ça. Il y a la République serbe et ensuite la République bosnienne, où ce sont deux populations, une serbe qui est principalement orthodoxe et l'autre qui est principalement musulmane, avec les forces militaires non plus de l'OTAN. C'est l'opération, c'est la mission Eurofor qui a pris le relais. Et donc là, on voit la possibilité, alors que la Bosnie-Herzégovine n'est que candidat pour être membre de l'Union européenne, on a cette ingérence qui est totale. Donc il y a une question que je trouve pertinente, que j'ai promis à un des spectateurs qui nous pose, qui est le seul sur Twitch à nous suivre tous les jours parce qu'on est Shadowban, qui demande si en fait les murs de cette commission électorale qu'on appelle normalement la BEC, parce que c'est le bureau électoral roumain, donc central roumain, qui a mis en place cette décision pour pouvoir en fait écarter Călin Georgescu de futures élections. Donc la question c'est, est-ce que les murs de la commission électorale et de la Cour constitutionnelle en Roumanie seront-ils à l'Union européenne ce que le mur de Berlin a été à l'Union soviétique? Est-ce que il peut y avoir, est-ce que ça va être vraiment le symbole de cette fracture et de cette grande séparation-là? Parce que je pense que les spectateurs, certains l'écoutent, mais ça devrait normalement provoquer une indignation mondiale, ne serait-ce que sur le plan de la loi et surtout quand on voit la propagande constante de l'Union européenne qui nous parle de démocratie, de souveraineté, etc. Ah bah, de toute façon, ça bouge déjà en Roumanie, hein, d'après ce que j'ai pu voir. Là, ça bouge, hein, ça bouge. Il commence à y avoir un vent de révolte, à juste titre d'ailleurs. Alors après, est-ce que ça va avoir une portée internationale? Ça, malheureusement, j'en doute. J'en doute. Pourquoi? Parce que les médias propagandistes vont certainement pas en parler, vont occulter l'affaire et vont encore rejeter évidemment la faute sur un groupuscule soi-disant d'extrémistes qui et de souverainistes et de pro-russes qui veulent absolument faire passer Călin Georgescu. Malheureusement, on n'est plus à l'époque où de l'effondrement du mur de Berlin, où là il y a eu vraiment effectivement quelque chose qui a été relayé au niveau international. Alors on pourrait espérer que cela le soit, mais j'en doute. En revanche, qu'à l'intérieur de la Roumanie, ça bouge de plus en plus et que peut-être ça fasse un écho malgré tout, ça c'est possible. Ça c'est possible parce que le peuple roumain, apparemment, d'après ce que j'ai vu depuis hier, n'a pas vraiment digéré la chose. Et quand même, il faut reconnaître une chose avec les pays d'Europe de l'Est, c'est qu'ils ont été sous le joug quand même de l'URSS jusqu'à l'effondrement du mur de Berlin. Et eux, il faut pas trop leur en jouer quand même. À un moment donné, ils ont subi quand même quelques mauvaises années. Et peut-être que là, le bouchon a été poussé un peu loin. À voir, mais tout dépend aussi, malheureusement, de la répression qui risque d'arriver s'il y a un soulèvement un peu important du peuple roumain. Affaire à suivre dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA.
L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.